Créer son cabinet d'expertise comptable en partant de zéro, est-ce que c'est vraiment faisable? Il y a un an, jour pour jour, le 7 novembre 2023, je recevais mon cabis. Horizona était créé. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience un an après la création de mon cabinet d'expertise comptable, les choix que j'ai faits, les erreurs que j'ai faites et les projets à venir. Attention, ce n'est que ma vision. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai fait les bons choix, mais il était important pour moi de vous partager ce petit retour d'expérience. Tout d'abord, parlons de la genèse du projet. J'ai été diplômé le 30 juin 2023. Après avoir eu mon diplôme, j'ai négocié une sortie, une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. En échange, il m'a dit « Ok, mais tu restes 3 mois le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre ». Que bien évidemment, j'ai accepté. J'ai été diplômé le 30 juin 2023 et j'ai quitté le cabinet le 30 septembre 2023. J'ai directement lancé les procédures d'inscription à l'ordre des experts comptables. Faites attention, ce n'est pas parce que vous avez le diplôme que vous pouvez exercer. C'est une petite parenthèse. Il faut d'abord être inscrit à l'ordre des experts comptables et des fois ça prend plus ou moins du temps parce qu'en fonction de l'ordre, en fonction de votre conseil régional et les sessions d'inscription, ça peut prendre plus ou moins de temps. Tout le mois d'octobre, j'ai fait toute la paperasse de création de la société, l'inscription à l'ordre, etc. Et le 7 novembre, j'ai reçu enfin mon cabis. Alors pourquoi je me suis lancé seul? J'ai fait le choix effectivement de me lancer de zéro client, zéro réseau. Je suis vraiment parti d'une feuille blanche, mais bien sûr cela dépend des opportunités de chacun. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le cabinet où vous exercez, vous aurez peut-être une opportunité d'association ou peut-être une opportunité de racheter une clientèle, etc. Donc, saisissez les opportunités et analysez bien qu'elles vous sont favorables. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que je voulais vivre pleinement l'expérience de l'entrepreneuriat, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera la meilleure chose à faire pour vous. D'où vient le nom Horizona? On m'a déjà posé la question, mais je vais y répondre. Horizona, c'est la lecture inversée de l'expression à l'horizon. L'idée derrière ce nom, c'est juste pour dire que j'accompagne les entrepreneurs à franchir l'horizon, que ce soit dans leurs projets professionnels et personnels. Quelle est la stratégie du cabinet? Moi, je voulais tout d'abord un cabinet full dématérialisé. En fait, l'idée, c'est que je puisse travailler de n'importe où, que ce soit de chez moi, que ce soit à l'étranger, parce qu'à titre personnel, mes parents vivent à l'étranger, donc je ne voulais pas être bloqué si jamais je suis à l'étranger et ne pas pouvoir travailler. Aujourd'hui, avec mon Mac et une connexion Internet, je peux bosser de partout. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir pour plus tard, quand j'aurai des collaborateurs, à travailler en full remote. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est faisable? Je sais qu'il y a certains cabinets qui l'ont mis en place et d'après eux, ça marche plutôt bien. Maintenant, parlons de la stratégie du cabinet. Moi, je ne sais pas tout faire. Bien évidemment, je ne vais pas prendre des activités que je ne maîtrise pas. C'était très important pour moi de le poser dès le départ. Exemple, toutes les activités avec une TVA sur marge, tout ça, ce sont des sujets que je ne maîtrise pas. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de les prendre. Ma cible, c'est essentiellement toutes les activités de prestation de services. Les freelances, les professions libérales, les activités d'agence, donc agence marketing, agence vidéo, etc. Et toutes les TPE qui ont besoin d'avoir comme interlocuteur principal leur expert comptable. Ça constitue l'essentiel de mon activité. En parallèle, je suis aussi commissaire aux comptes. J'effectue quelques missions de commissariat aux apports, de commissariat à la transformation. Et quelquefois également, j'ai réalisé des missions de management de transition. C'est quoi les missions de management de transition? C'est être sollicité par une entreprise pour aller remplacer quelqu'un qui est parti de façon temporaire, le temps qu'il recrute quelqu'un d'autre. J'ai été amené à remplacer temporairement un RAF ou un DAF le temps que l'entreprise se tourne et recrute quelqu'un d'autre. Ce sont des missions à forte valeur ajoutée et qui sont très bien payées. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question comment j'ai trouvé mes premiers clients. Alors moi, j'ai choisi une stratégie de communication. Donc, je communique beaucoup sur les réseaux, essentiellement sur LinkedIn et Instagram. Par contre, avec du recul, j'aurais mis beaucoup plus d'énergie sur LinkedIn que sur Instagram, parce que sur Instagram, généralement, les prospects sont un peu moins qualifiés que sur LinkedIn. Grâce à la communication, j'ai des demandes entrantes. C'est ce qu'on appelle communément de l'inbound marketing. J'ai eu pas mal de clients comme ça. Ensuite, il y a également le bouche à oreille qui fonctionne bien. La première chose à faire, c'est communiquer autour de vous, donc autour de vos proches, autour de vos amis, pour leur annoncer que vous êtes devenu expert comptable. Comme ça, dès qu'ils ont un contact ou dès qu'eux-mêmes ils sont intéressés, ils vous solliciteront. Mes premiers clients sont venus essentiellement des réseaux sociaux et du cercle proche. En troisième partie, quels sont les outils que j'utilise
actuellement. Mon outil de production, c'est Pennyline. C'est un outil en fait qui met l'accent sur le collaboratif. Tu as une partie comptabilité et une partie gestion pour le client. Et aussi un élément très important, aujourd'hui avec ce type d'outil, on peut gérer toute la chaîne de production depuis le dépôt des pièces par le client jusqu'à l'envoi de la liasse aux impôts. Deuxième outil que je suis en train de mettre en place, c'est Time. Time, il fait à peu près la même chose que Pennyline, mais là, Time, je vais essentiellement le mettre sur les BNC, à voir ce que ça va donner. Je vais tester les deux et je verrai sur le long terme si je garde les deux ou si je n'en garde qu'un seul. Pour ce qui est de la gestion interne, j'utilise MyVesper. Vesper, c'est quoi? C'est un CRM et un outil de gestion interne dédié au cabinet d'expertise comptable. Moi, j'utilise essentiellement la brique gestion interne que je trouve très bien fait, surtout sur la partie de suivi des échéances. Toutes les échéances fiscales, sociales, TVA, IS, envoi de l'alias, etc. Il y a une partie CRM, mais que je n'ai pas beaucoup exploité à aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous faire un retour objectif là-dessus. Troisième outil que j'utilise, c'est Express Juridique. C'est un outil, comme son nom l'indique, qui permet de réaliser tout le juridique en express. Et en plus, le tarif est très intéressant. Pour la partie paye, donc c'est une partie que moi j'externalise. Pourquoi? Parce que je ne sais pas faire de la paye et j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Je préfère me concentrer sur ce que moi je sais faire et déléguer à des spécialistes toute la partie que je ne maîtrise pas. Aujourd'hui, toute la partie paye est externalisée. Il n'est pas dit que plus tard, lorsque le cabinet grossira, je ne réinternaliserai pas la paye, mais à l'heure actuelle, la paye elle est sous-traitée. Ensuite, pour toute la partie conseil, bilan imagé, tableau de bord, j'utilise par moment RCA ou Fintesis qui est très bien foutu. Ça, c'est pour toute la partie un peu technique. Maintenant, pour la partie organisation du cabinet, donc j'utilise Zcal à la place de Calendly parce que je trouve qu'il est mieux fait que Calendly et en plus, il coûte 2 fois moins cher. C'est un outil qui permet à vos clients et vos prospects en fait de réserver un appel en visio avec vous. Le plus connu à l'heure actuelle, c'est Calendly, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs alternatives qui sont beaucoup mieux et beaucoup moins chères. J'utilise également Tally. Alors, c'est quoi Tally? Tally, en fait, c'est un outil qui vous permet de faire des formulaires. À l'heure actuelle, il me permet essentiellement de récolter des informations de prospects. Quand un prospect veut me contacter, il répond à un questionnaire et en fait, avec Tally, je peux récolter les informations avant de pouvoir rentrer en contact avec le prospect. Et Tally, c'est gratuit. Toutes les fonctionnalités essentielles sont gratuites. Donc, c'est une excellente alternative à tous les autres outils qu'on connaît, comme Typeform, Appform, etc. Ensuite, comment finir cette liste d'outils sans parler de Notion? Notion, aujourd'hui, c'est toute ma vie. J'organise tout là-dedans. C'est là où je mets ma to-do list. C'est là où je planifie toute ma gestion de création de contenu. On peut faire plein de choses avec. On peut même faire un mini CRM. On peut également faire un suivi de ces échéances là-dessus. Donc, je vous invite fortement à vous former. Sur YouTube, vous trouverez plein de vidéos de formation gratuites qui vous permettront en fait de prendre la main sur Notion, qui est un excellent outil quand on sait l'utiliser. Au début, je vous avoue que j'ai un peu galéré, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ce système de pages et de briques, vous verrez que ça ira tout seul. Maintenant, les erreurs à éviter. Évitez s'il vous plaît de sous-facturer. Parce qu'effectivement, quand on vient de se lancer, on ne se sent pas légitime. On a envie de faire moins cher que les autres pour acquérir beaucoup plus de clients. Et bien, vous savez, c'est le premier piège qu'il faut absolument éviter. Vous avez un titre à défendre, vous avez de l'expérience, donc facturez au juste prix. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai perdu un client parce que je l'avais sous-facturé. En fait, c'est très simple. Au début, quand je venais de créer, je n'avais pas la notion en fait de comment facturer, combien facturer. Je lui ai fait une proposition d'honoraires trop basse et je me suis rendu compte après. Et donc, il était très compliqué d'expliquer à mon client que je vais lui augmenter les honoraires seulement au bout de quelques mois. S'il vous plaît, facturez au juste prix. Ça vous évitera de vous retrouver frustré. Deuxième erreur à éviter, c'est de prendre tout ce qui vient. Alors, je sais, c'est compliqué parce que moi-même, j'ai été tenté. Moi-même, je l'ai fait et aujourd'hui, je regrette d'avoir récupéré certains dossiers parce que je n'ai pas pris le temps d'analyser. Au début, on a besoin de facturer, on a besoin d'honoraires, on a besoin d'encaisser de l'argent. Donc, on est souvent tenté à prendre tout ce qui vient et au bout de 2-3 mois, on se rend vite compte qu'en fait, il y a certains dossiers qu'on n'aurait pas dû prendre. Exemple, des activités qu'on ne maîtrise pas. Il faut faire attention parce que vous allez perdre du temps à vous former, sauf si c'est une activité qui vous intéresse et que ça ne vous dérange pas d'aller, entre guillemets,
perdre du temps pour vous former, parce qu'en vous formant, vous ne perdez pas de temps, mais je pense que vous m'avez compris. Faites attention, ne prenez pas au début des activités que vous ne maîtrisez pas, à moins que ce sont des activités que vous visez et que vous envisagez de vous former là-dessus. Deuxième chose, analysez bien la personnalité des prospects. Il y a des prospects aujourd'hui qui vont vous prendre une charge mentale très importante. Bien que ce soit des honoraires, bien qu'ils vous payent bien, mais attention, ne pas tomber dans le piège de choisir les honoraires plutôt que la relation que vous allez avoir avec votre client. Mieux vaut un client qui vous paye 500 € par mois et avec qui ça se passe bien, plutôt qu'un client qui vous paye peut-être 800 € mais avec qui vous avez une charge mentale immense parce que c'est un client qui est chiant, c'est un client qui est trop prise de tête. Évitez aussi les clients qui ne veulent pas respecter votre façon de travailler. Par exemple, si comme moi vous avez choisi d'être en full dématérialisé, si un client insiste pour qu'il soit en papier, posez-vous les bonnes questions. Parce que si vous acceptez peut-être un client, vous serez tenté de toujours accepter un deuxième, un troisième et ainsi de suite. Soyez clair dans votre façon de travailler et osez dire non aux potentiels prospects qui ne seraient pas capables de respecter votre façon de travailler. Moi aujourd'hui, tous mes clients sont en full démat. Tous mes clients me déposent leurs factures sur Pennylane et les clients qui ne veulent pas jouer le jeu, désolé, mais je ne peux pas les prendre. Certes, c'est une perte de CA. Peut-être que je grossirai moins vite que d'autres personnes, mais c'est un choix que j'ai fait et je l'assumerai jusqu'au bout. Attention, la notion de charge mentale est très importante à prendre en compte dans votre activité. Enfin, évitez d'accepter toutes les demandes de synergie. Vous allez voir, lorsque vous allez vous installer, vous recevrez beaucoup de messages de partenaires, donc qui peuvent être des CGP, des avocats et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller les rencontrer, loin de là. Allez les rencontrer, mais évitez toutes les demandes de synergie inutiles. Soyez sûr que dans le cadre de vos échanges que vous êtes aussi gagnant. Ça doit être du 50-50. Tout le monde doit être gagnant. Mais si vous avez l'impression que la personne vous contacte uniquement parce que potentiellement vous avez des clients à lui apporter, c'est une perte de temps parce que vous n'avez rien à y gagner. Donc analysez bien toutes les demandes de synergie. Au début, quand je recevais des messages, j'acceptais tout le temps les demandes de rendez-vous, j'acceptais d'aller rencontrer les personnes, mais au final, très peu de ces rencontres m'ont apporté quelque chose. Cinquième partie, voici les conseils que j'ai envie de vous donner en toute humilité, bien évidemment. La première chose, faites un business plan rapide pour avoir une vision. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas fait et je l'ai regretté plus tard. L'idée n'est pas d'aller faire un business plan ultra détaillé, c'est surtout pour avoir une idée, une vision sur vos objectifs. Par exemple, quel est le montant de chiffre d'affaires que vous visez la première année? Est-ce que vous allez faire de la sous-traitance ou pas? Donc, mettez un chiffre. Au moins, en cours d'année, vous pouvez analyser et savoir est-ce que vous êtes proche de votre objectif ou est-ce que vous en êtes loin et qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Le business plan également va vous permettre aussi d'analyser les charges parce qu'il ne faut pas oublier que vous aurez des charges fixes, vous aurez des cotisations à l'ordre, vous aurez des assurances, vous aurez un loyer si vous prenez un local et ainsi de suite. Donc, le business plan vous permet déjà d'avoir une vision. Moi, je ne l'ai pas fait et je le regrette. Donc faites-le, c'est très important. Deuxième chose, il est important de choisir la bonne forme juridique. Essentiellement, c'est soit en SAS, soit en SARL, soit en entreprise individuelle. Juste à titre d'information, il est important de prendre en compte les cotisations qu'avec lorsque vous êtes en TNS ou lorsque vous êtes en assimilé salarié. Ce n'est absolument pas les mêmes cotisations. Il me semble qu'en SAS, la première année, peu importe vos revenus, vous allez payer à peu près 4 500 € la première année. Alors qu'en TNS, les cotisations qu'avec s'élèvent uniquement seulement à 700 €. Attention, tout est relatif. Ce n'est pas de l'argent perdu, c'est une cotisation pour votre retraite. Si vous êtes prêt à la payer, cette cotisation, il n'y a aucun problème parce que ce n'est pas de l'argent perdu. C'est juste qu'au début, quand on se lance, on n'a pas forcément la trésor pour payer les 4 500 €. Mais au moins, vous le saurez. Donc, renseignez-vous bien sur la forme juridique et sur ce que vous avez envie de faire plus tard. Mais gardez en tête que ce n'est absolument pas les mêmes montants lorsqu'on est en SAS et en SARL. Troisième point, intégrer des réseaux physiques dès le départ. Il existe plusieurs types de réseaux physiques, donc il y a les BNI, il y a les réseaux d'entreprise, etc.
Pour ma part, je n'ai pas intégré un BNI, donc je ne sais pas comment ça marche, mais il me semble que c'est un réseau où on se recommande et il y a une personne par activité. Donc vous ne pouvez pas avoir d'autres experts comptables dans un seul et même BNI. Ça peut être bien parce qu'au moins il n'y a pas de concurrence, mais je n'ai pas assez de recul pour vous faire un retour là-dessus. Les réseaux d'entreprise, après, contrairement au BNI, vous pouvez être plusieurs experts comptables. Moi, au début, pour vous faire un petit retour là-dessus, dans ma ville, il y a un réseau d'entrepreneurs. Au début, quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait déjà 2 experts comptables. Je me suis dit, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Il y a déjà 2 experts comptables, je n'aurai jamais de prospects. Et bien, en fait, je me suis trompé. Parce qu'en m'inscrivant, je me suis dit, je m'inscris, ça coûte rien. Je crois que ça coûtait 200 € par an. Donc, je me suis inscrit et à ma grande surprise, contrairement à ce que je pensais, j'ai pu signer 4 clients. Ce n'est pas parce que dans un réseau, il y a déjà un expert comptable que vous ne devez pas y aller. Parce qu'aujourd'hui, la relation est beaucoup plus importante que la technique. Les personnes viendront pour votre personnalité et non pas juste parce que vous êtes un expert comptable. 4e point, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais facturez au bon prix. Ne sous-facturez pas vos prestations. N'oubliez pas, parce que peut-être qu'au début, quand vous lancez, vous êtes seul, vous dites j'ai pas nécessairement besoin de facturer très cher, mais attention parce que demain, vous recruterez des collaborateurs, demain, vous prendrez des locaux plus grands et il est compliqué d'aller expliquer à un client que je vous augmente de 50% d'une année à l'autre. Il est essentiel de facturer au bon prix dès le départ. Facturez comme si vous avez déjà des collaborateurs, comme si vous avez déjà des locaux. Au moins, le jour où vous recruterez, vous ne perdrez pas énormément en termes de marge. Autre point, inscrivez-vous en tant que commissaire aux comptes si possible. On le sait tous, quand on passe le DEC, on a la possibilité, en validant au moins 200 heures pendant le stage, de devenir commissaire aux comptes. Moi, je l'ai fait et je ne regrette absolument pas. Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore de mandat d'audit légal, mais je fais d'autres missions telles que des commissariats aux apports et des commissariats à la transformation. Et petite parenthèse, la CNCC a mis en place ce qu'on appelle le plan jeune diplômé. Donc pendant 3 ans, vous n'aurez pas de cotisation, toutes les formations sont offertes, toutes les cotisations, les assurances, etc. Vous ne paierez absolument rien et toutes les formations sont prises en charge par la CNCC. Mais attention, petite subtilité, le plan jeune concerne uniquement la personne physique. Donc, si vous vous inscrivez en tant que personne physique, vous ne paierez absolument rien sur les 3 ans. Mais si, comme moi, vous inscrivez également la personne morale, donc votre cabinet, vous aurez quand même la cotisation à payer pour la personne morale. C'est important à savoir parce que moi, j'ai eu la surprise. Je me suis dit, c'est bon, tout est pris en charge. Et l'année d'après, j'ai reçu la cotisation qui est à peu près de 800 € pour la personne morale. Si ce n'est pas gênant pour vous, donc inscrivez la personne morale, mais vous pouvez tout à fait être inscrit uniquement en tant que personne physique pour éviter cette cotisation. Mais attention, lorsque vous vous inscrivez en tant que personne physique commissaire aux comptes, vous avez 2 comptas à faire. Parce que vous serez inscrit en tant que CAC, en entrepreneur individuel et en tant qu'expert comptable avec votre société. 5e point et sûrement le plus important, ne restez pas tout seul. Adhérez à un réseau si ça vous convient. Intégrez surtout le CJEC, mais j'y reviendrai plus tard. J'en profite pour faire la petite pub de Expert Comptable 2.0. Expert Comptable 2.0, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une communauté WhatsApp que nous avons cofondée avec d'autres experts comptables confrères. L'idée de la communauté, c'est de favoriser la confraternité, l'échange entre experts comptables, le partage d'expériences, le tout en étant apolitique. La communauté aujourd'hui regroupe plus de 1200 membres. Comment ça marche? En intégrant la communauté, tu peux choisir d'intégrer des groupes qui t'intéressent. On a plusieurs groupes au sein de la communauté. On a un groupe gestion interne, on a un groupe outils, on a un groupe fiscalité, etc. Au sein de ces groupes, donc plusieurs experts comptables et des experts comptables mémorialistes peuvent échanger. Par exemple, tu as une question fiscale à laquelle tu n'as pas de réponse. Tu peux poser ta question et tu trouveras obligatoirement un confrère qui te répondra. Ce qui est super dans cette communauté, c'est qu'il y a des experts comptables mémorialistes, des jeunes diplômés, mais également des diplômés beaucoup plus expérimentés, ce qui favorise les échanges. Cela permet à des jeunes diplômés comme moi, en fait, d'aller solliciter des experts comptables beaucoup plus expérimentés sur certains sujets techniques ou autres. Si vous voulez intégrer la communauté Expert Comptable 2.0, envoyez-moi un petit message et j'essaierai de vous envoyer le lien si vous respectez les critères d'intégration. Autre point, développer petit à petit une spécialité. Alors la question sur la spécialité, elle divise entre autres les experts comptables
comptable. Il y en a qui pensent qu'on est des généralistes. Il y en a qui pensent que pour développer l'activité, il faut absolument avoir une spécialisation. Je ne suis pas là pour dire que l'un est meilleur que l'autre. Absolument pas. Mais par contre, si pendant votre stage d'expertise, vous avez développé une spécialisation, une spécialité sur quelque chose, ça serait dommage de ne pas en profiter. Exemple, si pendant votre stage, vous avez fait beaucoup de pharmacie, pourquoi ne pas créer un cabinet spécialisé dans les pharmacies? Maintenant, ça reste le choix de chacun. On est expert comptable, on choisit comme on a envie d'exercer, on choisit les clients qu'on a envie de prendre. Donc, chacun a le choix de faire ce qu'il a envie. Dernier point, la question de la sous-traitance. Est-ce qu'il faut faire de la sous-traitance quand on débute? Oui ou non? J'en sais rien. Moi, j'en ai pas fait. Peut-être que si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait. Mais attention, si vous faites de la sous-traitance, faites-le avec parcimonie. Attention à ne pas tomber dedans, cela peut potentiellement bloquer votre développement. Je trouve qu'au début, si on arrive à trouver de la sous-traitance, aller 1 ou 2 jours par semaine, c'est bien. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de développer votre cabinet. La sous-traitance, elle doit être temporaire, juste pour faire un peu de trésor. Mais attention, pensez au développement de votre activité. Faites-le avec parcimonie, encore une fois. Sixième partie, on va essayer de parler de chiffres. Mon chiffre d'affaires sur un an est de 45 000 € facturés. Sachant que j'ai réellement débuté en début janvier, comme je l'ai dit précédemment, ça fait à peu près un chiffre d'affaires sur 9 à 10 mois. Beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. L'idée ici, c'est de vous partager en toute transparence le chiffre que j'ai fait en étant seul, sans sous-traitance, sans rachat de cabinet, sans rachat de clientèle. Je connais des confrères qui ont fait pratiquement le double la première année, comme je connais des confrères qui ont fait largement moins. Surtout, ne tombez pas dans le piège de vous comparer. Le tout, c'est de faire ce que vous pouvez et avancer à votre rythme. Je vais juste faire une petite parenthèse sur la notion de chiffre d'affaires parce que parfois, on voit des annonces de chiffre d'affaires sur LinkedIn qui peuvent porter à confusion. Attention, il y a une grande différence entre le chiffre d'affaires facturé et le chiffre d'affaires signé. Je m'explique. Supposons que tu signes un client qui va te payer 200 € hors taxe par mois. À la fin de l'année, cela fait 2400 € hors taxe. Donc, si en janvier, tu factures 200 €, ton chiffre d'affaires est de 200 €. C'est le chiffre d'affaires facturé. Par contre, le chiffre d'affaires signé, c'est 2400 €. Attention, lorsque quelqu'un vous annonce un chiffre d'affaires à 20 000 €, est-ce que c'est le chiffre d'affaires facturé à l'heure où il te parle ou est-ce que c'est le chiffre d'affaires signé, donc qui va être facturé tout au long du contrat? Il est très important de faire la différence entre les deux. Pour ce qui est de ma projection de chiffre d'affaires pour N+1, donc pour l'année prochaine, je vise environ 150 000 € d'honoraires annuels et un premier recrutement. Encore une fois, ce ne sont que des estimations, mais bien évidemment, j'espère faire largement plus. Enfin, dernier point, j'aimerais un peu vous partager mon quotidien. Donc moi, à aujourd'hui, dans la semaine, je ne bosse pas les mercredis après-midi. Donc les mercredis après-midi, c'est un créneau qui est réservé pour mon fils. Je ramène mon fils faire du foot tous les mercredis après-midi. J'ai 2 jours dans mon planning de la semaine qui sont bloqués. Donc ces 2 jours-là, je ne prends pas de rendez-vous. J'essaye pendant ces 2 jours d'avancer au maximum dans les points les plus importants. Après, les 2 autres jours donc, sont essentiellement réservés pour les rendez-vous, pour des points avec des clients, etc. Pour conclure, est-ce que je regrette de m'être lancé en création ex nihilo en partant de zéro ? Absolument pas. N'oubliez pas qu'on est en France, il existe beaucoup de dispositifs qui peuvent vous aider. Moi, par exemple, en obtenant une rupture conventionnelle, j'ai pu toucher l'ARE pendant 18 mois, donc il me reste encore 6 mois d'ARE. Dans 6 mois, il faut que je puisse me payer et d'après mes projections, ça devrait le faire, je l'espère en tout cas. Et surtout, n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. Moi, aujourd'hui, j'ai un rapport avec le temps qui est complètement différent. Parce que, par exemple, travailler 35 heures pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même chose que travailler 50 heures pour soi-même. Aujourd'hui, si j'ai envie de bloquer un jour pour faire complètement autre chose, je peux me le permettre, même si je dois rattraper ces heures, soit le week-end, soit le soir, ce n'est pas un problème. Le rapport au temps, il est complètement différent. On peut s'organiser comme on veut et on peut gérer son planning comme on veut. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix.
On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair. Et j'espère que mon expérience vous aidera à faire certains choix. Encore une fois, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de choix meilleur qu'un autre. Il y a juste un choix, une décision qui est adaptée à votre situation. Moi, j'ai créé Ex Nihilo, mais peut-être que vous, dans votre parcours, vous rencontrerez des gens, vous aurez des opportunités que moi, je n'aurais pas eues. N'hésitez pas à me dire si des vidéos comme ça, un peu building public, vous intéressent. Et posez-moi toutes les questions en commentaire ou en privé, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous d'être heureux dans votre quotidien et de réussir tout ce que vous entreprenez. Bien sûr, je m'engage tous les ans à faire une vidéo comme ça pour que vous puissiez suivre mon évolution, que ce soit sur les outils, que ce soit sur le chiffre d'affaires, que ce soit sur le recrutement, pourquoi pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.